Bonjour, voyons à présent notre chapitre suivant du module de marketing. Donc c'est un chapitre qui est assez conséquent, donc il sera divisé en deux parties, et je vous propose ici la toute première. Donc on va définir la politique produit, et avant ça on va la recadrer un petit peu dans notre démarche globale, donc un tout petit peu de révision pour commencer. Donc on l'a vu et vous avez l'habitude maintenant. Notre démarche marketing va démarrer par une hypothèse. Est-ce que tel produit est vendable? Est-ce que tel produit sera rentable? Est-ce qu'il existe une demande pour telle ou telle chose? Donc, afin de répondre à cette hypothèse, on va mener notre démarche, donc qui se déroulera sous deux parties distinctes. D'un côté, une étude externe. Je vous rappelle les acronymes qui nous aident à construire cette étude externe. Donc le premier acronyme, pardon, l'acronyme MODE, marché, offre, demande, environnement. Et puis pour l'étude de l'environnement, un acronyme pour lequel vous avez également l'habitude, qui est le PESTEL, qui va nous permettre d'identifier les éléments politiques, les éléments économiques, les éléments socioculturels, technologiques, écologiques et les éléments légaux. De l'autre côté, à droite, un audit interne qui doit permettre à l'entreprise de définir avec le plus de précision possible ses moyens financiers, ses moyens humains et ses moyens matériels. Donc l'audit interne a un objectif, c'est de définir nos capacités sur le marché. L'étude externe a pour objectif, elle, de nous faire bien prendre conscience de nos possibilités sur le marché. Une fois qu'on a défini les possibilités et les capacités, on va regrouper ces deux éléments dans une méthode de diagnostic que vous connaissez, le diagnostic SWOT. Donc c'est un diagnostic de synthèse qui va nous permettre d'identifier nos forces, nos faiblesses, nos opportunités, nos menaces, et essayer de croiser tout ça, hein, dans quelle mesure nos forces vont compenser nos menaces, et dans quelle mesure les opportunités vont pouvoir atténuer nos éventuelles faiblesses. À la suite de ce diagnostic, eh bien, c'est la donc cette méthode de diagnostic, ce diagnostic, pardon, met entre guillemets fin à la première étape de notre démarche, qui est une démarche de marketing d'études, et au travers de la politique produit et d'autres éléments que l'on verra également, on entre dans la seconde phase, qui est un marketing d'action. Donc une fois que le diagnostic nous a permis de, de valider si notre hypothèse est bonne ou pas, eh bien on va commencer à se mettre au travail et on va définir les éléments de notre stratégie marketing au travers de quatre parties. La politique produit que nous verrons très vite, la politique de prix, la stratégie de promotion de communication et la stratégie de distribution. Donc communément appelés les 4 P, ces quatre éléments sont les éléments de ce qu'on appelle le mix marketing, ou alors en français le plan de marchéage. Voilà pour ce qui est de l'aspect révision, je veux dire. Donc entrons dans le vif du sujet de la politique produit. Donc c'est un chapitre qui se composera de deux grandes parties. La première que nous venons de démarrer, qui comportera les définitions et les éléments d'identification d'un produit. Et puis une deuxième partie qui viendra un tout petit peu plus tard, où là on va parler un petit peu plus de la gestion d'une gamme pour une entreprise. Et puis on va parler du cas spécifique de l'innovation. Donc une politique produit, ou une stratégie de définition du produit, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, qu'est-ce qu'un produit? Donc un produit, c'est toute chose, un bien ou un service, offert sur un marché pour répondre à un besoin exprimé ou non par une demande représentée par vos différents consommateurs. Donc, définir la stratégie produit, eh ben, ça va être adapter notre stratégie selon le produit que l'on commercialise, un bien ou un service, et on va voir une autre distinction. Donc, on peut visualiser une classification des différents types de produits, ce qui va influencer notre manière de définir notre mix marketing. On a identifié deux grandes catégories. Si vous cherchez un petit peu, vous trouverez d'autres nomenclatures que celle-ci. Pour simplifier, moi j'ai gardé deux grandes catégories de produits. Les produits de consommation, donc c'est les produits finis, prêts à être consommés par les individus. Donc c'est pour les PAB, c'est ce que vous commercialisez.
et les agrofournitures également, vous en commercialisez quelques-uns de ces produits de consommation, mais souvent les agrofournitures, vous êtes plutôt dans la deuxième catégorie de produits, c'est-à-dire ce qu'on appelle les produits industriels. Donc c'est les produits qui seront nécessaires à la fabrication de produits de consommation. Donc ce sont les matières premières, ce sont les matériaux, ce sont les équipements. Donc on peut avoir les machines, on peut avoir les matières premières pour la fabrication d'un aliment pour le bétail, par exemple. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une politique produit? Donc, la définition de la politique produit consiste à définir les déterminants du produit, ses caractéristiques techniques et commerciales, ses spécificités, son identité. Le marketeur a dans sa définition du produit, doit dans sa définition du produit prendre en compte les 3 niveaux de produit. Donc quand vous allez réfléchir à une stratégie de produit, quand vous allez vous dire, bah, ok, mon hypothèse est validée, qu'est-ce que je vais fabriquer maintenant? Dans la définition de cette stratégie, vous aurez 3 éléments, 3 niveaux de produits à prendre en compte et à réfléchir. Donc le premier niveau, c'est le produit, c'est ce qu'on appelle le produit central. Donc c'est vraiment la réponse aux besoins. Comment mon produit va répondre à tel besoin. Le second niveau, c'est ce qu'on appelle le produit tangible. On va lui donner différentes caractéristiques à ce produit, quelques exemples, mais il y en a plein d'autres, le poids, la couleur, la taille, la marque, etc. Et puis enfin, le dernier niveau de produit, c'est ce qu'on appelle le produit augmenté, donc ce sont les, entre guillemets, les petits plus du produit, facilité d'utilisation, service après-vente, image de marque, etc. Donc si on prenait, je sais pas moi, si on prend par exemple un paquet de pâtes, donc le produit central, c'est la pâte, fabriqué à partir de blé avec des œufs, etc. Le produit tangible, c'est la contenance de notre paquet de pâtes. Est-ce qu'on fait 250 grammes, 500 grammes, 1 kg? Quelle marque on lui donne? On le verra un petit peu après les différents types de marques. Est-ce que je lui donne la marque Panzani par exemple? Ou alors est-ce que je lui donne plutôt je travaille avec un distributeur et je lui colle plutôt la marque Auchan. Et enfin, le produit augmenté, ce sont les petits plus du produit, par exemple le numéro du service consommateur, si je veux donner mon avis, toute la gestion des réseaux sociaux, par exemple, même si on déborde un petit peu sur la stratégie de communication, mais on peut très bien prendre en compte l'avis du produit en tant que tel sur les réseaux sociaux et ne pas communiquer uniquement à travers la marque, mais communiquer sur ce produit spécifique. Donc, dans la stratégie, je vais devoir définir différents éléments, en prenant en compte les 3 niveaux que l'on vient de voir, et les différents éléments constitutifs d'un produit, mais ils sont au nombre de 4. Donc ce sont des éléments qui constituent l'identité du produit et qui doivent être définis en lien avec les autres thèmes du mix marketing. Donc c'est-à-dire que les éléments que nous allons voir, il faudra qu'ils soient cohérents par rapport à la communication que vous allez faire, par rapport à la méthode de distribution que vous choisirez, et bien entendu par rapport au prix que vous allez fixer. Donc ces éléments, quels sont-ils? Prenons par exemple 2 produits, un pour l'agrofourniture et un pour le produit alimentaire. Mais quel que soit le produit, on va pouvoir retrouver ces 4 éléments d'identification. Le premier, c'est le plus facilement identifiable, c'est la marque. D'accord? Donc c'est la marque que l'on va donner à notre produit et qui va nous aider par la suite en communication à construire une identité. Alors, on va voir un petit peu après quelques éléments de marque, les différentes marques possibles, mais on aura l'occasion en cours de mener un TD plus précis sur ce thème-là, qu'est la marque, puisque c'est un thème extrêmement important. Le deuxième élément, c'est le packaging, l'emballage, le conditionnement. Donc c'est la façon dont va être conditionné notre produit pour répondre à certaines fonctions que l'on verra juste après. Le troisième élément, c'est l'étiquette. Donc qu'est-ce qu'on va inscrire sur notre produit? Quels sont les éléments que nous allons porter à la connaissance du consommateur directement sur le produit? Et le quatrième élément, c'est la stylique, le design. Donc comment on va travailler le visuel de notre produit pour le rendre agréable, pour le rendre pratique, pour le rendre joli, pour le rendre ergonomique. Voilà, donc maintenant nous allons détailler chacun de ces éléments-là. Donc on va commencer par la marque, et le choix d'une marque est primordial. Quand vous allez avoir à choisir une marque pour votre produit, vous vous retrouvez dans la situation de vos parents quand ils se posaient la question de savoir quel prénom ils allaient vous donner. Donc c'est quelque chose qui va vous suivre toute votre vie et qui va vous forger une identité.
Dans le marketing, c'est exactement pareil. La marque peut s'apparenter à une démarche similaire à celle de donner un prénom à son enfant. Donc c'est primordial, il en va de l'identité de votre produit et de sa perception qualitative par un consommateur. Vous choisissez une bonne marque, on verra ensuite ce que c'est qu'une bonne marque. Vous choisissez une bonne marque, le consommateur pourra s'identifier très très rapidement. Vous choisissez une mauvaise marque, le consommateur aura du mal à s'identifier et aller vers votre produit. Alors dit comme ça peut paraître simple, mais c'est d'autant plus difficile que la perception d'une marque par un consommateur, elle peut changer. Elle peut changer tout au long de la vie de la marque. Je vais prendre comme exemple une marque comme Coca-Cola. Coca-Cola, au fur et à mesure de sa vie, au fur et à mesure de l'évolution de l'alimentation, au fur et à mesure de l'évolution des gens, c'est une marque qui est de plus en plus perçue comme étant une mauvaise marque qui reflète la malbouffe, qui reflète le mondialisme exacerbé, qui reflète l'argent, etc., etc. Donc, votre marque, avant de la créer, prenez en compte les trois fonctions principales d'une marque. La première fonction, c'est la fonction d'identification. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que votre marque, elle doit permettre une reconnaissance rapide du produit par le consommateur. Je vais prendre l'exemple des magasins, notamment des très grandes surfaces, des hypermarchés. Et ben je reste sur mes pâtes, hein, vous vendez des pâtes, ben vous allez vous retrouver, votre paquet de pâtes va se retrouver au milieu de dizaines d'autres, avec des marques différentes, des caractéristiques différentes, des couleurs différentes, etc. Donc l'objectif numéro un, c'est que le consommateur soit capable d'identifier la vôtre et rien que la vôtre. Deuxième, alors je prends l'exemple de ce tracteur, même si on n'y connaît pas grand-chose en agricole, rien qu'à la couleur, on a déjà identifié la marque. Deuxième fonction très importante de la marque, c'est la sécurisation, c'est-à-dire que un produit portant telle marque doit rassurer le consommateur quant à la qualité du produit. On a tous des marques fétiches, chacun d'entre nous, dans différents domaines, et on sait très bien que si on va taper dans cette marque-là, on sera pas déçu. Je vous prends un exemple sorti de l'automobile. Volkswagen a souvent cette image de voitures allemandes euh, pour lequel on est sûr de pas trop avoir de problème. Troisième fonction principale, c'est la valorisation. C'est-à-dire que la marque doit presque à elle seule apporter une valeur supplémentaire au produit. Là encore, le fait de voir une marque, telle ou telle marque sur un produit, doit pousser le consommateur à se dire ah bah oui, ça sera forcément un bon produit. Dans le court écrit, je prends un exemple qui paraît un peu bête, mais qui peut être très parlant. Si vous avez une petite voiture au Twingo, vous enlevez le logo Renault, vous mettez le logo Ferrari, vous venez en quelque sorte de changer la valeur de votre voiture, rien que par la marque, sans changer le produit lui-même. Et puis là, je vous prends deux exemples très concurrents, mais très parlants également, de ce que peut être la rivalité qualitative de deux marques, donc Samsung et Apple. Et on sait, hein, par les études qui ont été faites, qu'un consommateur Apple se sent différent, d'accord, et il se sent valorisé. Donc la marque valorise le produit, mais elle peut également valoriser le consommateur. C'est des choses que nous réévoquerons également dans le TD que nous aurons l'occasion de faire en cours. Donc, quels sont les différents types de marques existants? Donc, il existe deux grands types, selon le statut des gens qui utilisent cette marque. Le premier type de marque, ce sont les marques de producteurs, donc ce sont les marques des fabricants. Okay, donc les fabricants portent un nom, fabriquent un produit, donnent ou pas leur nom à leur produit, mais en tout cas, le produit porte le nom du fabricant, un nom choisi par le fabricant. Le deuxième type de marque, ce sont les marques de distributeurs, ou le MDD, où là, on va donner au produit la marque de celui qui distribue le produit, et pas nécessairement de celui qui le fabrique. Donc sur l'aspect grande distribution, là vous voyez toutes les petites enseignes, c'est de notoriété et c'est connu que ce sont souvent les grandes marques qui fabriquent les produits de MDD. Pour l'exemple que je connais, je vais prendre l'exemple des produits Casino. À l'époque où j'y travaillais, régulièrement on voyait le fabricant et par exemple pour
pour les raviolis en boîte, si je ne dis pas de bêtises, c'était Panzani qui fabriquait les raviolis en boîte, sur laquelle on mettait la marque Casino, et il existe des exemples très très nombreux. Donc un petit peu plus en détail, quels sont les différents types de marques. Donc on va commencer par les marques de producteurs. Donc on en a 5 grandes. Là encore, si vous faites un petit peu des recherches sur Internet, vous allez trouver des nomenclatures et des définitions un tout petit peu différentes. Mais pour simplifier, voilà, j'ai pris les plus grandes et les plus communes. Donc le premier type de marque, c'est la marque produit. C'est le plus simple. Chaque produit du fabricant est commercialisé sous une marque spécifique et bénéficie d'une communication personnelle. Je vous prends l'exemple de Ferrero. Donc vous voyez les rochers, vous voyez les Kinder Surprise, vous voyez le Nutella, le Mon Chéri, le Kinder Bueno, et j'ai du mal à voir celui d'en haut au milieu, c'est des Raffaello, je crois. Donc quand vous voyez de la publicité pour ces marques-là, très très souvent, ce sont des publicités propres. Chaque produit a sa propre identité et sa propre communication. Et puis on le verra par la suite, chaque produit a aussi une durée de vie propre. Ensuite, on peut trouver la marque gamme, où là, l'entreprise commercialise ses produits autour d'un même marché et communique plus sur sa marque que sur ses produits. C'est le cas de Sony. J'ai trouvé l'exemple de Lely également, où là, dans les communications, on essaye par, euh, par, euh, par la communication sur le nom, qu'elle rayonne sur l'ensemble des produits d'un même marché. La marque Ombrelle, alors elle est un petit peu similaire. On va faire bénéficier d'une même marque à tous nos produits, mais là c'est pour le cas où ces produits interviennent sur des marchés un petit peu différents. Donc je vous prends l'exemple de Virgin, qui fait de la téléphonie, qui fait de la radio, et qui fait également du voyage, qui faisait aussi de la distribution au travers des magasins Virgin Megastore, donc qui n'existent plus en France mais qui sont encore présents dans certains autres pays. Donc voilà, des marchés très différents, le loisir, le média ou la distribution, des marchés différents, mais sous la même marque. J'ai oublié, j'aurais pu le rajouter d'ailleurs sur, sur l'exemple Virgin, le produit alimentaire également. Il y a eu une marque de cola qui s'appelait Virgin Cola. Quatrième exemple, donc, ce sont les marques caution. Donc, l'entreprise commercialise sous des marques différentes, mais fait toujours profiter ses produits de la marque globale. Et chaque produit a une vie autonome. Je vous prends l'exemple d'Ibis, donc les hôtels qui s'appellent tous Ibis avec des petites nuances. Ibis style, Ibis budget. J'aurais pu également en produits alimentaires vous parler de Danone, qui pour certains de ses produits frais utilise une déclinaison de la marque Danone, Danao, Dani, Danette, Danonino, Danacol, et probablement que j'en oublie. Et puis l'exemple de Biocamping, une entreprise que vous ne connaissez peut-être pas, alors pas en alimentaire c'est sûr, mais peut-être en agrofourniture. Donc c'est une marque d'engrais organiques. Et puis leurs 4 produits principaux s'appellent WinKeep, WinFos, et j'oublie les 2 autres. Donc chacun de leurs produits commence par le, par le même préfixe Win. Et enfin les marques globales, donc ce sont des marques qui sont mondialement connues, hein, et vous connaissez évidemment les deux marques que je vous propose, Coca-Cola et Bayer. Pour les marques de distributeurs, là encore, on va avoir différentes catégories, 4. Donc la marque drapeau, ce sont des produits sans marque, hein, mais qu'on peut repérer à partir d'un signe distinctif. Je vous prends l'exemple des marques repères qui sont sous giron de Leclerc. La marque propre, donc c'est un nom différent de l'enseigne pour un produit ou pour une gamme de produits. Et le distributeur souhaite donner une identité commune à ces produits. Donc ce sont les produits par exemple reflet de France. Le produit, donc pour la marque enseigne, pardon, là, je dirais on s'embête pas, le produit porte directement la marque de l'enseigne et le distributeur engage son image de marque. Donc par exemple les produits gamme vert, donc c'est très important cette notion d'engagement d'image de marque. Imaginons, reprenons la marque drapeau, marque repère. Imaginons Leclerc a de grosses difficultés avec cette marque. Il y a un scandale alimentaire ou je ne sais quoi. Mais ils peuvent l'enlever sans que ça touche trop, à l'image de Leclerc. Okay. A contrario, sur une marque enseigne, dès lors qu'on va avoir des difficultés qualitatives sur un produit qui porte le nom de mon magasin, je vais désagréger l'image totale de mon enseigne. Et puis enfin, on a les marques génériques, ce sont des produits qui sont présentés sans marque ni aucun signe distinctif.
Je vous prends les exemples des médicaments génériques qui ne portent uniquement le nom, qui ne portent que le nom, pardon, de la molécule concernée. Donc voilà pour les différents éléments de marque. Donc chacun de ces types de marques porte des avantages, des inconvénients. Il n'y a pas un type de marque idéal, il n'y a pas un type de marque à proscrire, il y a juste différents types qui seront adaptés ou pas à ce que vous voulez en faire et à votre stratégie. L'élément suivant, c'est le packaging, l'emballage. Ok, donc l'emballage sous des termes anodins, il est extrêmement important puisqu'il va avoir trois fonctions essentielles, toutes plus importantes les unes que les autres. La première, c'est la plus basique. L'emballage va avoir une fonction physique. Et cette fonction physique, c'est quoi? C'est la protection mutuelle vis-à-vis de l'environnement et le conditionnement pour la vente, le transport, etc. Parlons d'un produit dangereux, hein, comme un produit phyto par exemple. La fonction première de l'emballage, c'est de protéger l'utilisateur contre les écoulements, du phyto, etc. Mais ça peut être également aussi protéger le produit des éléments extérieurs. Je reviens sur du produit alimentaire. Il y a des produits qui craignent la lumière, qui craignent le contact avec l'air. Donc le packaging, l'emballage, va avoir cette fonction-là de protection mutuelle. La deuxième fonction, c'est bien sûr une fonction commerciale. On dit souvent que le packaging est un vendeur muet qui doit valoriser le produit. Donc le packaging peut être déjà pour vous un élément d'argumentaire du produit, et c'est l'élément qui va permettre aussi de vous distinguer. Et enfin, il a une notion informative, donc on doit faire le rapprochement immédiat du produit avec la famille auquel il appartient. Et en plus, le packaging porte l'étiquette qui informe des caractéristiques. Ça sera notre élément suivant. Donc je vous repropose l'exemple de la brique de lait. Pour moi un très bon exemple. La fonction physique, c'est la protection du lait contre la lumière, contre les éléments extérieurs, mais c'est aussi la protection des éléments extérieurs, parce que si on mettait pas de brique autour, forcément que le liquide serait répandu de partout. La fonction commerciale, vous pouvez aisément la voir avec la couleur qui a été choisie. Et puis la notion informative, on a beaucoup d'infos déjà sur la face, qui est face à nous. Et puis, même si on n'arrive pas à les lire sur la tranche, on arrive à voir une grosse quantité également d'informations. Ces informations, ça me permet de faire le lien avec l'élément suivant, hein, qui est l'étiquette. Donc, qu'est-ce que c'est que l'étiquette? C'est la carte d'identité du produit. L'étiquette joue un rôle commercial d'identification et d'information. Et elle porte surtout des informations obligatoires et certaines autres qui peuvent être facultatives. Quelques petits exemples d'étiquettes sur des produits alimentaires et sur un produit un petit peu agricole. Donc sans rentrer dans le détail, on voit tout un tas d'informations différentes, et on va le voir, ces informations sont normées. Petit jeu. Je vous ai mis une dizaine d'éléments en noir en centre. À vous de me dire si ces éléments sont obligatoires sur une étiquette produit ou s'ils ne le sont pas. Ok. Donc, on va commencer tout en haut. Le premier, selon vous, le code barre, est-ce qu'il est obligatoire ou est-ce qu'il est facultatif? J'aurais bien fait une petite musique d'attente, mais je ne sais pas faire, ça aurait l'air ridicule. Donc pour le code barre, roulement de tambour, que je ne sais pas faire non plus. Le code barre est facultatif. Souvent quand je le fais en cours, vous me dites que le code barre est obligatoire, parce qu'il est partout. Alors oui, effectivement, il est partout, mais il est absolument pas obligatoire. Pourquoi on le retrouve partout? C'est simplement une demande des distributeurs pour faciliter le passage en caisse, faciliter l'identification du produit. Donc c'est pour ça que la quasi-totalité des produits portent des codes barres, mais vous savez très bien qu'il y en a également qui n'en portent pas. Deuxième élément, la marque ou le logo, obligatoire ou facultatif? J'espère que vous répondez mentalement. Facultatif. Alors vous me direz que ça serait débile de créer une marque, de dessiner un logo et de ne pas le faire apparaître sur ses produits. Oui, effectivement, mais toujours est-il que c'est un élément qui est facultatif. Maintenant, la quantité de produits, en kilos, en litres, en grammes, en ce que vous voulez, obligatoire, facultatif. Obligatoire. La loi stipule que le consommateur doit savoir exactement ce qu'il achète,
Et donc pour ça, les fabricants de produits et les distributeurs doivent indiquer précisément la quantité présente dans le produit. Les ingrédients. Oui, obligatoire. De la même manière qu'il faut qu'on sache combien on achète, il faut également qu'on sache ce qu'on mange, avec le plus de précision possible. Il y a certaines règles pour les ingrédients. Les ingrédients doivent apparaître dans l'ordre du plus présent au moins présent. C'est pour ça que sur certains produits d'hygiène notamment, le premier ingrédient c'est toujours l'eau. Donc souvent on achète 60% d'eau quand on achète un produit d'hygiène style shampoing, etc. Et ensuite dans les ingrédients pour les produits alimentaires, donc ça doit être précis, du plus présent au moins présent, et puis ensuite on doit mettre en gras les éléments, les ingrédients qui seraient soumis à allergie. Les coordonnées maintenant, alors que ce soit les coordonnées du fabricant ou les coordonnées du distributeur, elles sont obligatoires. Le français aime bien se plaindre, donc du coup, c'est plutôt pratique que ce soit obligatoire, comme ça on a toujours une adresse à qui se plaindre. Donc encore une fois, c'est ou l'adresse du fabricant, ou l'adresse du distributeur. Les pictogrammes de dangerosité. J'aurais pu vous mettre les exemples en visuel, mais ce sont les têtes de mort sur fond orange, les grosses croix sur fond orange, la main creusée par un produit corrosif, toujours sur fond orange. Donc bien entendu, ces pictogrammes de dangerosité sont obligatoires. Et pour les agrofournitures, ils sont très présents sur les produits phytosanitaires. Les allégations commerciales. Qu'est-ce que c'est qu'une allégation commerciale? Ce sont des éléments qui ne sont pas normés, qui ne sont pas chartés, qui ne sont pas labellisés, mais qui vont nous aider à vendre le produit. Par exemple, recette de ma grand-mère, ou recette d'antan, fait comme avant, au bon goût de je ne sais quoi. Voilà. Donc les allégations commerciales sont facultatives, puisque elles ne sont soumises qu'à la parole de celui qui l'émet. Donc elles restent sous la responsabilité du fabricant, et entre nous, ça ne veut plus dire grand-chose dès lors que ça n'est pas normé par des règles strictes. Le visuel du produit, la photo. Suspense. Le visuel n'est pas obligatoire, même s'il est fortement conseillé, notamment sur les produits alimentaires, pour voir ce qu'on mange, mais le visuel n'est absolument pas obligatoire. Il est tellement pas obligatoire que d'ailleurs, si vous regardez sur les produits alimentaires, à chaque fois qu'il y a la photo d'un produit, il y a toujours marqué suggestion de présentation ou photo non contractuelle. Ça veut dire attention, ce que vous voyez, c'est pas forcément ce que vous allez avoir dans votre assiette. Je pense aux exemples de McDo, notamment quand on est au McDo, le sandwich qui arrive à notre table, il n'a jamais la même tête que celui qu'on a vu sur la photo. Alors ça n'empêche pas d'être bon, on en pense qu'on en veut, hein. Mais en tout cas, s'ils s'engageaient à ce que tous leurs sandwichs ressemblent à la photo, et si tous les fabricants de produits alimentaires s'engageaient à ce que leurs produits ressemblent à la photo, ils éprouveraient quand même quelques difficultés. Ensuite, les labels bio, etc. Alors ils sont facultatifs avec une petite nuance. Si on annonce que c'est un produit bio, donc si on met le label, il faut réellement que ce soit un produit bio. Par contre, rien ne vous empêche de faire un produit bio, mais sans mettre le label. Ça serait idiot, hein. Mais en tout cas, afficher le label n'est pas obligatoire. DLC, DDM, DLUO. Alors les PAB seront très familiers de ce langage, peut-être les agrofournitures un petit peu moins. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ce sont les dates. Date limite de consommation, date de durabilité maximum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le fabricant s'engage à ce que vous puissiez consommer en toute sécurité son produit jusqu'à une certaine date. Donc les DLC, elles concernent les produits frais, date limite de consommation, et elles se caractérisent par la petite phrase suivante, à consommer avant le. Et on va vous donner une date assez précise, un jour. Passé cette date, si vous consommez le produit quand même et qu'il vous arrive une bricole, le fabricant se dégage de toute responsabilité. La DDM, ex-DLUO, donc la DLUO c'était la date limite d'utilisation optimale, plutôt pour les épiceries sèches, où là on va plutôt retrouver la phrase à consommer de préférence avant le. Et parfois, ça sera une fin de mois. Donc ici, pour les DDM, le fabricant vous dit, écoutez, vous pouvez toujours le manger après la date indiquée, par contre, peut-être qu'on ne garantit plus les valeurs nutritionnelles et les qualités organoleptiques. Mais par contre, vous ne risquez rien à manger
manger une boîte de conserve 1 ou 2 ans après la date, pourvu que cette boîte de conserve soit encore en bon état, qu'elle n'ait pas été ouverte, etc. Donc ces dates, elles sont bien sûr obligatoires, puisqu'il en va quand même, au moins pour les produits frais, de la sécurité alimentaire des consommateurs. Dernier élément de la définition de la stratégie produit, la stylique, le design. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ces mots-là? C'est la même chose, hein, design et stylique. C'est juste que le mot stylique est la traduction française de l'anglicisme design. Donc c'est l'ensemble des techniques permettant d'adapter la forme, la couleur, l'image d'un produit au goût et aux attentes des consommateurs. Concrètement, quelques petits exemples pour bien se rendre compte de ce dans quoi intervient le design. Donc vous avez un tracteur des années, je ne sais pas, c'est vous qui pourrez plus me dire de quelles années ça provient, probablement des années 80. Et puis une évolution, c'est deux tracteurs de la même marque, et une évolution vers ce que commence à être le tracteur aujourd'hui. Donc on a arrondi un petit peu les formes, on a rendu ça un petit peu plus joli, c'est le rôle du design. Pour prendre l'exemple d'un produit alimentaire, là on voit très vite la différence entre les deux. Donc là le design est venu adapter son emballage, son packaging, et du coup également son autorisation. Je ne sais pas si vous avez connu, je sais qu'on en voit encore, mais est-ce que vous avez connu ces bouteilles de ketchup? Moi je me revois ouvrir le bouchon, et puis s'il en restait un peu au fond, et ben retourner la bouteille, et puis taper dans le fond de la bouteille pour faire descendre. Et puis bien entendu, au moment où ça descend, on en fout de partout. Alors on en a sur les frites, sur la chemise, sur les genoux, etc. Donc du coup la stylique dans la définition du produit, on a réfléchi pour faire quelque chose d'un petit peu plus pratique. Ça a donné le petit tube en plastique. Donc le design intervient à la fois dans la conception du produit, donc la forme, le volume, et également dans la construction de l'image. Il y a un bon exemple, vous connaissez tous cette marque de sirop qui s'appelle Tesser. Donc là vous voyez des bouteilles de Tesser qui datent peut-être aussi des années 80. Et puis voilà une bouteille de Tesser aujourd'hui. Donc on a adapté la conception, la bouteille n'est plus tout à fait la même. Pour la petite histoire, les ventes de Tesser, en bidon comme ceci, ceux de gauche, les ventes baissaient. Et puis Tesser a eu l'idée de refaire la forme de sa bouteille pour la rendre un petit peu plus sympa. Et surtout, vous voyez le rétrécissement du milieu, c'est finalement la forme des mains pour qu'on puisse venir attraper la bouteille et qu'elle soit un petit peu plus facilement préhensible. Et donc ça, c'était l'aspect conception. Et puis vous voyez également pour la construction de l'image que le logo Tesser a évolué vers ce logo tout simple, tout noir, dans une bande blanche, vers quelque chose d'un petit peu plus, alors je sais pas comment dire, mais d'un petit peu plus fun, d'un petit peu plus arrondi, d'un petit peu plus sympa visuellement. Et puis Tesser est allé encore plus loin, à créer des nouveaux produits. Donc le produit lui-même, hein, le produit central reste strictement le même, hein, c'est du sirop, hein. Et par contre, par la stylique et le design, on a adapté les formes, on a adapté les utilisations, et du coup, on a modifié l'image du produit, donc on a modifié à la fois le produit tangible et le produit augmenté. Nous touchons à la fin de cette première partie sur la définition de la stratégie produit. On se retrouve très très vite pour la deuxième partie, où on va aborder la gestion de la gamme et la gestion de l'innovation. Merci de votre attention.